des collections créées à cette époque sont associées à des archives. Et une des plus importantes étant celle du professeur Fernand Maillan, qui était professeur de l'archéologie classique. Il a commencé à enseigner à l'université en 1907. Cette collection comprend, comme vous pouvez voir, plus de 800 artefacts d'antiquité provenant de toute la Méditerranée, ainsi que des moulages, et le musée conserve aussi ses archives composées de plus que 50 boîtes qui comprennent toutes sortes de documents. Ces documents donnent une idée de qui était Fernand Maillan, de ses voyages, des relations qu'il entretenait et des différents rôles qu'il a assumés tout au long de sa vie. Toutefois, au-delà de sa propre biographie, la collection et les archives mettent également en évidence les grandes tendances de l'époque. Bien que le document le plus ancien remonte de 1704, la plupart des documents datent de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. À cette époque, la Belgique était encore un pays relativement jeune. Cependant, elle était ambitieuse et cherchant à obtenir une reconnaissance internationale et exploitant pleinement le potentiel de l'industrialisation. Voilà. Okay. Son élite politique et industrielle voit dans le Moyen-Orient, et en particulier dans la région englobée par l'Empire ottoman, un nouveau marché. Sucre raffiné, textile, verrerie et acier sont tous emportés de petits pays européens vers ce mastodonte lointain. Ces mêmes personnalités investissent dans le développement des infrastructures sur le terrain, contribuant notamment à la construction de barrages et de chemins de fer, ainsi qu'à l'électrification des villes. En outre, l'État belge, et en particulier son deuxième roi, le mégalomane, je pense que je peux le dire, Léopold II, était en mesure d'accroître encore leur propre pouvoir dans la région en achetant des parts de la dette publique ottomane. Sur le plan politique, la Belgique pouvait tirer parti de sa neutralité obligatoire dans les discussions entre les grandes puissances pour être considérée comme un allié digne de confiance et non menaçant pour le sultan ottoman. En échange de leur soutien politique et industriel, les acteurs belges étaient non seulement en mesure de vendre leurs propres produits, mais ils avaient également accès aux vastes terrains de l'Empire et ses diverses ressources, notamment le tabac et le coton. Toutefois, les ressources agricoles n'étaient pas les seules à être extraites. Les ressources archéologiques l'étaient également, car l'appétit des collectionneurs étrangers pour les antiquités du Moyen-Orient allait croître. Le Musée national de la Belgique était tout aussi désireux d'obtenir du matériel de l'étranger. Ses collections ont d'abord tenté d'affirmer la richesse de l'histoire de la Belgique, puis se sont tournées vers l'extérieur pour promouvoir son image de pays à vocation mondiale. À la fin du XIXe siècle, le musée avait acquis une telle collection d'antiquités et d'objets ethnographiques étrangers qu'il est devenu trop grand pour ses premiers locaux et a déménagé au Palais du Cinquantenaire, où ses collections sont encore conservées aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer le travail archéologique, opérant à l'intersection d'intérêts scientifiques, culturels, politiques et économiques. Avoir un projet de terrain à l'étranger était un moyen d'affirmer la force intellectuelle et économique d'un pays. Les archéologues étaient alors des ambassadeurs au service des intérêts de l'État. À son tour, l'investissement intense de la Belgique au Moyen-Orient a motivé la mise en place d'un réseau consulaire très dense. Des agents qui pouvaient promouvoir
les objectifs des industriels belges, mais aussi les efforts scientifiques, et servir de soutien aux chercheurs effectuant des recherches au Moyen-Orient. Maintenant, vous pouvez penser pourquoi cela est-il pertinent pour une collection de musées universitaires. Le Fonds Mayence n'était pas exposé au musée national. Il s'agissait d'une collection d'enseignement qui permettait aux étudiants belges de s'engager dans un apprentissage pratique au lieu de se concentrer, de découvrir le monde antique à travers des livres. Cependant, les canaux par lesquels la collection de Mayence et des autres de son époque a été recueillie et les idéologies qu'elle a promues s'inscrivent parfaitement dans ces récits nationaux plus larges. Il ne faut pas oublier que les universités sont difficiles à dissocier de la politique, même chose que l'archéologie elle-même. Le financement, le choix du personnel et les programmes d'études sont depuis longtemps liés aux besoins politiques. Il suffit de regarder comment les budgets de recherche sont décidés au sein de l'Union européenne maintenant pour comprendre les implications. Donc, si on regarde les 19e et 20e siècles, c'est encore plus clair. L'étude pratique de l'archéologie et en particulier le travail de terrain à l'étranger a pris son essor assez tardivement en Belgique. Lorsque Fernand Mayence a terminé son doctorat en 1901, il n'y avait pas de présence scientifique belge officielle ou permanente à l'étranger, pas vraiment. Il a donc dû s'en remettre aux possibilités offertes par les pays voisins. Il a suivi des cours à Halle, à Berlin, à Paris, développant ainsi d'importants réseaux savants. Et par la suite, afin d'acquérir une expérience de terrain archéologique, il finit par suivre l'exemple de 4 de ses compatriotes et postule pour être membre étranger de l'École française d'Athènes. Sa candidature était retenue et il effectuait 4 saisons de fouilles à Délos, ainsi que plusieurs mois de recherche à Athènes entre 1904 et 1907. Son expérience archéologique, que ne partageaient pas beaucoup de ses collègues belges, fut finalement ce qui le recommanda pour être l'un des archéologues en chef de la première concession archéologique belge en Égypte, une zone de 2500 hectares dans le désert d'Abbassieh, à proximité de l'ancien Héliopolis. Ces fouilles sont un parfait exemple des connexions entre l'archéologie et l'industrie à l'époque, car la motivation n'était pas seulement scientifique, mais plutôt économique. C'était Édouard Rampin, chef de la société qui a construit le métro de Paris et directeur de la compagnie des chemins de fer électriques du Caire et des oases d'Héliopolis, qui finançait les fouilles. Il construisait une nouvelle ville au nord du Caire et voulait s'assurer que sa construction n'endommagerait aucun vestige antique. Il était également un égyptophile passionné et tenait à donner à la Belgique un rôle plus important dans le domaine de l'égyptologie par le biais de Jean Capart, qui est un personnage important que je ne décrirai en détail aujourd'hui, mais qui était un agent très important dans les affaires de la Belgique et de la science belge à l'étranger. Édouard Rampin avait déjà collaboré avec Capart pour acheter un mastaba pour le musée du cinquantenaire en 1905. Donc, il était vraiment très passionné par tout ce qui était antiquité. Si la nouvelle ville luxueuse d'Ampin, qu'on peut voir ici, était un grand succès, il n'en va pas de même pour les fouilles. Une lettre de Mayence à son ami Albert donne une idée de la situation. Même si les fouilles sont bien organisées et si la construction de la nouvelle ville avance bien, il est peu probable que l'équipe archéologique trouve autre chose que du sable et des pierres.
comme archéologue, je le trouve vraiment triste. Malgré le manque de découvertes, le voyage en Égypte entre 1906 et 1907 fournit à Mayence une excellente occasion d'acheter des antiquités sur le marché du Caire pour les musées belges. L'un de ses carnets de notes de l'époque comprend une lettre que Mayence a rédigée à son ancien professeur Edmond Rémy, dans lequel il énumère les objets qu'il a achetés à l'étranger et suggère de les offrir au musée du cinquantenaire, qu'il s'appelle le grand frère du musée de l'université. Car il souligne que cela aurait un double avantage. D'une part, l'augmentation de la collection nationale, et d'autre part, en mettant l'université de Louvain, où il venait d'être nommé chargé de cours, dans les bonnes grâces de son grand frère, qui pourrait alors être encliné à donner certains de ses doubles à l'université. Ainsi, les lettres de Mayence montrent à la fois son patriotisme et son tact. Et visiblement, son stratagème a fonctionné parce que l'année même où il écrit sa lettre à Rémy, une vase chypriote de l'université de Louvain, achetée par Fernand Mayence au Caire, celle-ci sur le côté droit, entre dans la collection du cinquantenaire. Ce vase fait partie d'un lot de 6 vases qu'il a achetés à la même occasion, dont quelques-unes sont restées dans la collection de l'université. Donc, celle-ci, restée dans la collection de l'université, et le numéro 20 là, est acquis par musée cinquantenaire. En échange de ce vase, France Cumont, conservateur d'histoire ancien, et Eugène Van Overloo, directeur du cinquantenaire, ont offert à l'université une sélection de 19 petites têtes en argile provenant d'Asie mineure, dont 9 sont actuellement conservées au musée. Ces têtes ont leur propre histoire fascinante qui nous présente un conseiller important pour Mayence, l'érudit France Cumont, dont les archives sont conservées à l'Academia Belgica à Rome et qui sont aussi tous en ligne, si quelqu'un est intéressé. Je vais vous donner quelques informations sur sa vie, car il est très important pour comprendre la relation de Mayence avec le Moyen-Orient. Voilà, ici France Cumont. 11 ans, l'aîné de Mayence, France Cumont est issu d'une famille de politiciens et d'entrepreneurs belges. Il entreprend des études de philologie à l'université de Gand et séjourne à Bonn, Berlin, Vienne et Paris. À 28 ans, France Cumont est devenu professeur à son alma mater, qui est impossible pour moi. Je suis déjà 30 ans et je ne peux pas imaginer d'être professeur, mais voilà. Et 3 ans plus tard, il est également nommé conservateur au cinquantenaire. Dans le cadre de ses recherches sur les cultes anciens, il se rend à plusieurs reprises au Moyen-Orient pour enregistrer des monuments, des reliefs et des inscriptions antiques. Et effectue même des fouilles à Dura. Mais la visite au cours de laquelle il se procura les têtes qui finirent dans la collection Mayence était son voyage au territoire ottoman en 1900. Au début du siècle, Constantinople était le centre d'une communauté scientifique internationale florissante et les côtes égiennes étaient très attractives aussi. Cependant, les parties plus éloignées de la péninsule, comme les régions du Pont et de l'Arménie occidentale, étaient moins ouvertes aux étrangers et nécessitaient davantage d'intervention et de planification, notamment après les massacres hamédiens des années 1890. Avant même de partir en voyage, Cumont a dû obtenir des permissions et des lettres d'introduction qui lui ouvriraient cette région.
ainsi que des contacts avec des diplomates et des entrepreneurs étrangers qui pourraient lui fournir le logement, le transport et la sécurité dans ces régions. Les lettres conservées dans ces archives montrent ses interactions avec le gouvernement belge. Il a présenté une demande officielle d'autorisation de voyage au ministère belge des Affaires étrangères, qui ont dû contacter le ministère ottoman de l'instruction publique en son nom. Et le ministère ottoman l'a dû envoyer au grand vizirat. Oui, grand vizirat. Donc, c'est vraiment plusieurs étapes, plusieurs mois d'attendre une réponse. Pendant cette période, il est resté en contact avec deux institutions clés à Constantinople, la légation de Belgique en Turquie et le musée impérial ottoman, qui lui ont aidé à plaider sa cause sur place. Il n'était pas certain que le gouvernement ottoman lui donne leur accord, étant donné sa crainte de l'espionnage et des intérêts étrangers. En fin de compte, il a obtenu une autorisation pour effectuer une étude des monuments anciens, mais il ne pouvait pas fouiller. Donc, il était un petit peu déçu. Il s'avère que les craintes du gouvernement ottoman étaient en fait complètement fondées. Cumont avait été chargé par Frédéric van der Steen de Gehay, un proche confident du roi belge, Léopold II, d'étudier le potentiel d'investissement de plusieurs régions de l'Empire ottoman. Le carnet de voyage de Cumont, qui est en haut ici, abonde d'informations non seulement sur les vestiges anciens qu'il enregistrait comme prévu, mais aussi de notes sur les procédures de sécurité, les productions agricoles, ainsi que des détails sur les investissements étrangers existants et potentiels. Ces étroites collaborations avec la régie du tabac, qui lui assurait le transport à travers la région du Pont, ainsi qu'avec plusieurs investisseurs dans le domaine des chemins de fer, de l'électrification et des mines, lui ont fourni des sources d'informations essentielles. Il voyageait également avec son frère, qui avait une formation militaire et qui a cartographié toute la région en détail au cours de leur déplacement. Ses recherches archéologiques étaient donc fortement mêlées aux intérêts politiques et économiques de la Belgique. Il avait également été chargé d'acquérir des antiquités pour l'État belge, ce qui était devenu difficile en raison d'une série de lois interdisant l'exportation du matériel patrimonial des territoires ottomans. Afin d'acheter du matériel pour son musée, il s'est appuyé sur des agents appartenant à divers réseaux. Un médecin belge qui était aussi antiquaire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, un médecin antiquaire, qui vivait à Constantinople, des ingénieurs de Smyrne et même le directeur de la Banque impériale ottomane. En outre, il devait exporter la plupart de ses achats de manière extrêmement discrète, car il était interdit de sortir des antiquités du sol ottoman sans autorisation spéciale. Il devait conserver sa bonne réputation pour pouvoir continuer à mener ses recherches dans cette région. Il était aidé par ses amis diplomates, comme Van den Steen de Gehay, qui emportait des petits objets dans ses bagages, et par ses contacts dans l'industrie, comme le français Paul Baudin, qui pouvait recouvrir les reliefs de plâtre, c'est vrai, cette histoire est vraie, de plâtre, avec des décorations des croix pour les exporter comme matériaux modernes. La petite collection de têtes en terre cuite relie donc non seulement la collection de l'université à son grand frère, le musée cinquantenaire, mais aussi aux efforts diplomatiques belges plus larges, ainsi qu'à l'extractivisme, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais voilà, maintenant c'est un mot, mais des individus étrangers au Moyen-Orient. Bien qu'il
ait été interdit de faire des fouilles pendant ce voyage, Franz Cumont n'a jamais perdu de vue son désir d'établir une fouille belge au Moyen-Orient. Lors de ses visites suivantes en Syrie, en 1907 et 1922-23, il cherchait un site potentiel et il recommande finalement le site d'Apamée. Il s'agit d'un site prestigieux qui a été un centre régional important aux époques hellénistiques, romaines et byzantines. Une fois de plus, Mayence fut appelé à s'engager dans les fouilles en tant que l'un des Belges ayant une grande expérience du terrain archéologique. Pour être clair, il s'agissait d'une expérience de gestionnaire et d'enregistreur des fouilles, car les pratiques d'archéologie dans cette époque sont nées des structures inégales des travaux impériaux, dans lesquels un grand nombre d'ouvriers locaux effectuaient le travail du terrain pour les directeurs des fouilles étrangers. Il suffit de regarder cette photo des archives Mayence où l'on voit l'archéologue étranger coiffé d'une casque coloniale superviser les fouilles effectuées par les ouvriers locaux pour comprendre la hiérarchie qui existait. Les pratiques de fouilles n'avaient pas beaucoup changé depuis le travail que Mayence avait effectué en Égypte plus de 20 ans auparavant. Les travailleurs locaux étaient toujours traités comme main-d'œuvre de masse plutôt que comme des experts potentiels. La lecture des archives de cette période peut être assez difficile. Quand on lit les archives, on commence à vraiment se connecter avec ces chercheurs, et donc quand on a des déclarations négatives et discriminatoires que les archéologues font régulièrement, c'est parfois frappant. Les érudits qui travaillaient au Moyen-Orient à l'époque dissociaient le glorieux passé antique de la région et ce qu'ils percevaient comme l'infériorité de ses occupants actuels. L'accent mis sur l'histoire biblique et l'Antiquité classique du Moyen-Orient a contribué à promouvoir un récit de progrès du Moyen-Orient ancien à l'Europe actuelle. Ces discours reflètent ceux utilisés par les gouvernements étrangers pour justifier la priorité de leurs intérêts dans la région. Leur désir de autopromotion prime sur les besoins locaux. J'admets qu'il s'agit d'une simplification. C'est impossible d'approfondir tout ce thème complexe ici. Mais je serais heureux de répondre aux questions dans la discussion. Et je recommande vivement le livre d'Alison Miquel, Why Those Who Shovel Are Silent, sur l'expertise locale dans les fouilles de Petra et Çatalhöyük, ainsi que Hidden Hands de Stephen Quirk, qui traite les inégalités du travail dans les archives des fouilles de Flinders Petrie. Il va sans dire qu'une opération d'une telle ampleur s'appuyait non seulement sur l'emploi de légions d'ouvriers, mais aussi nécessite l'obtention de permis, la construction d'une base pour les fouilles, la création et le déplacement des moulages à grande échelle, qu'on peut voir ici aussi, le transport des personnes, des matériaux vers et depuis le site, et l'exportation des découvertes et l'achat de toute une série d'outils de fouilles. Ce n'était pas une mince affaire et ça nécessitait des ressources considérables. Dans les archives de Mayence, nous pouvons à nouveau retrouver les traces des demandes de financement et des investissements industriels qui ont rendu les fouilles possibles. À cette époque, comme j'ai dit, la Belgique ne disposait vraiment des institutions de recherche archéologique à l'étranger, ce qui signifie qu'il n'existe pas vraiment l'infrastructure qui permettait d'établir officiellement une présence scientifique au Moyen-Orient. Le ministère des Arts et des Sciences avait été créé en
1907 pour superviser la communauté académique florissante de la Belgique et ses musées. Mais il n'avait pas les moyens de soutenir des projets à grande échelle, comme plusieurs campagnes de fouilles archéologiques. De même, la fondation universitaire qu'Émile Francqui avait créée en 1920 était trop petite pour assumer cette tâche. Les industriels n'étaient pas non plus motivés pour financer toutes seules les fouilles, comme cela avait été le cas à Héliopolis, car la zone autour du site d'Apamée n'était pas vraiment disponible pour l'exploitation. Il fallait donc imaginer un nouveau système. Ce nouveau système a été formellement établi 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1928, lorsqu'une révolution qui a frappé le monde savant belgique sous la forme du Fonds national de la recherche scientifique. Il était soutenu par le roi et financé par des souscriptions du public, de la grande industrie et des banques commerciales. Des pays comme les États-Unis, qui ont servi de modèle aux aspirations scientifiques belges, ont commencé à associer la diplomatie internationale, l'industrie et la recherche fondamentale afin d'intégrer les dernières découvertes scientifiques dans les technologies et les pratiques du monde réel. En Belgique, les industriels et les politiciens étaient des membres avides des sociétés scientifiques et montraient leur connaissance culturelle en collectionnant des œuvres d'art et des antiquités par le biais d'intermédiaires comme Frans Dumont, comme Jean Capart. Des industriels, on peut penser à Raoul Warroquet et le musée de Marimont, étaient donc les porte-paroles de la nécessité de soutenir le monde universitaire et le monde de la recherche et d'encourager les individus talentueux à être le fer de lance de l'essor de la science belge. Des liens existants entre l'industrie, la diplomatie et l'archéologie font que la discipline était la première à recevoir un subside extraordinaire du nouvel FNRS. Bien que Frans Cumont ne vive plus en Belgique à cette époque, ayant déménagé à l'étranger, près d'être vu refuser une promotion par un ministre trop conservatif. Si tu veux savoir en plus de cette histoire, on peut aussi discuter après. Mais ses opinions avaient encore beaucoup de poids et il a pu utiliser son réseau pour mettre sur pied un comité chargé de promouvoir les fouilles d'Apamée comme un investissement précieux. Il est soutenu dans ses efforts par son ancien collègue Joseph Bidet, ainsi que par Jean Capart, qui occupait désormais un poste important au musée du Cinquantenaire et pouvait donc engager des fonds muséaux pour le projet. Ensemble, ils ont rallié à leur cause des érudits, des industriels et des politiciens, réussissant finalement à obtenir les fonds nécessaires à une première campagne de reconnaissance pour évaluer le potentiel d'Apamée en tant que site de fouille. Bien que tous les industriels du comité ne soient pas également convaincus de l'utilité de ce projet pour le progrès du pays, la plupart étaient enthousiastes et plusieurs partenaires industriels du FNRS s'engagent à fournir du matériel pour le projet. Des tentes, wagons pour l'exportation du matériel, outils de fouille, etc. Pour eux, il s'agissait non seulement d'une opportunité de s'impliquer dans la démarche scientifique, mais plutôt d'une étape pour promouvoir leur marque. L'optimisme et l'esprit nationaliste des premières années du projet peuvent être résumés par la façon dont le directeur du FNRS, James Willems, présente le projet comme quelque chose qui pourrait ajouter au prestige de la Belgique dans les pays d'Orient. À cette époque, Mayence n'était pas seulement directeur des fouilles et professeur à l'Université de Louvain, mais il a également repris l'ancien rôle de Frans Cumont comme conservateur des collections d'antiquités au Cinquantenaire. Donc, il avait vraiment 3 jobs. Grâce à ces nombreuses fonctions, Mayence dispose de multiples pistes pour structurer un récit nationaliste autour des fouilles d'Apamée. L'une des façons d'y parvenir fut d'inclure une nouvelle salle d'Apamée
dans les plans de réaménagement du musée cinquantenaire dans les années 1930. La salle présentait des mosaïques à grande échelle, exportées du site, ainsi qu'un moulage de la colonnade pour donner plus de renom et de contexte aux découvertes. Les archives de Mayence montrent la manière stratégique dont il a fait la promotion de la salle. Il a envoyé régulièrement des mises à jour à la famille royale sur les grandes découvertes que la campagne avait faites, suscitant ainsi leur intérêt et aussi leur soutien. Avec leur appui, ils pouvaient également faire appel une fois de plus aux industriels belges travaillant dans le secteur de construction pour fournir des matériaux à l'exposition. Pour eux, l'avantage était clair. Ils pouvaient mettre en valeur leur savoir-faire dans une salle qui deviendrait la fierté du principal musée du pays. Ou ça, c'est l'histoire que Mayence a racontée. Les invitations pour l'événement inaugural de 1933 montrent également la diplomatie de Mayence, qui invite tous les partisans du travail de la FNRS, du roi Albert Ier, aux directeurs des collèges locaux qui pourraient promouvoir APAME dans le cadre de l'enseignement. Il est clair de la constitution de cette salle qu'une grande partie de l'attrait d'APAME était sa monumentalité et sa capacité à produire des objets pour les musées belges. En tant que site classique lié également à l'église primitive, on doit aussi garder en tête qu'on est dans une université catholique. La présence de ces monuments en Belgique reliait le pays à une grande tradition européenne qui racontait une histoire de prédominance culturelle et religieuse centrée sur l'ouest et couvrant un vaste territoire qui s'étendait vers l'est. Le procès-verbaux des réunions de FNRS, qui ne sont pas conservés au Fonds Mayence, mais dans les archives de la Fondation elle-même, témoignent de la frustration du gouvernement belge qui estimait que le pays n'avait pas l'image d'une nation civilisatrice en raison de son manque relatif de territoires étrangers et de grandes collections d'art et d'antiquités par rapport à ses voisins. La possibilité d'assurer un engagement à long terme par le biais des fouilles leur a permis de conserver une présence au Moyen-Orient et de le présenter par l'exposition des antiquités, malgré leur non-participation à la redivision de l'Empire ottoman après la guerre. Comme le souligne l'archéologue Moira Kersel, les lois sur les antiquités et aussi les lois sur les fouilles reflètent les tensions qui existent concernant la maîtrise du passé. Elles présentent les antiquités comme des vecteurs de pouvoir allant de la périphérie au centre de civilisation autoproclamée. Elles ont également le pouvoir de justifier ou remettre en question les hypothèses européennes sur la manière dont les artefacts doivent être évalués et sur la tradition à laquelle ils appartiennent. Dans cette époque des fouilles d'Apamé, le gouvernement français a pu utiliser son mandat sur la Syrie pour négocier une position avantageuse pour ses propres chercheurs, en ignorant les lois ottomanes sur les antiquités qui s'appliquaient auparavant. Ces conditions favorables aux fouilles et à l'exportation de matériel étaient étendues à l'équipe belge grâce aux relations étroites entre les chercheurs et les diplomates belges et leurs homologues français. De nombreux membres du comité d'Apamé, dont Cumont et Mayence, avaient effectué une partie de leurs études en France. Leurs archives indiquent comment ils ont maintenu la communication tout au long de leur carrière en partageant les publications et les nouveaux développements de leurs recherches. En outre, Frans Cumont avait déjà une certaine idée des exigences administratives pour obtenir des autorisations de fouilles et d'exportation grâce à sa campagne à Doura. Dans les lettres privées, Cumont discute des conditions de fouilles avec Henri Serré,
le nouveau directeur général des Antiquités de Syrie et Liban. Il plaide pour les mêmes conditions que celles accordées aux équipes de fouilles françaises. Une concession longue, donc de plusieurs années, incluant la division des découvertes par moitié, afin d'éviter les problèmes avec le gouvernement syrien qui se lassait des machinations des équipes étrangères. Le partage a été formulé en termes très vagues, indiquant suivant les lois et l'usage établis. Ça peut dire beaucoup de choses. Donc, l'équipe belge a pu exporter des artefacts à grande échelle et conserver toute la documentation sur les fouilles, promulguant une sorte d'extractionnisme intellectuel et aussi matériel, mettant en évidence un vecteur de pouvoir de l'Est à l'Ouest. L'équipe savait déjà que ces conditions ne pourraient pas être maintenues, car l'indépendance de la Syrie était déjà un sujet de discussion entre les diplomates français et syriens. Ils craignaient un retour aux lois ottomanes qui avaient clairement délimité toutes les antiquités comme appartenant à l'État dans lequel elles avaient été trouvées, exigeant des archéologues étrangers qu'ils cèdent toutes les découvertes. Tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était quelques doubles et peut-être des échantillons. Une lettre de Cumont et Mayence au FNRS en 1936 souligne l'urgence de faire quelques campagnes de plus après la promesse de l'indépendance au Front populaire syrien, car il déclare que le nouveau régime sera moins libéral dans le partage des antiquités aux missions étrangères. Malheureusement pour eux, les fouilles ont été interrompues, non pas par la Syrie, mais par le FNRS. La question de l'utilité directe pour l'économie belge de la recherche financée devient de plus en plus pointue. Et à mesure que les fonds diminuent et la guerre menaçait aussi. Donc l'archéologie, les sciences humaines, c'était très difficile encore de trouver des financements. Avec ces exemples, j'espère d'avoir montré que même si le gouvernement belge n'a pas officiellement administré ou colonisé un pays du Moyen-Orient, comme l'ont fait la France ou le Royaume-Uni, les diplomates, les industriels, mais aussi les universitaires du pays étaient loin d'être passifs. Le gouvernement a opportunément déployé des acteurs informels ayant des intérêts internationaux, tels que Cumont et Mayence, comme auxiliaires de l'expansion belge au Moyen-Orient. Leur domaine de recherche leur donnait accès à des informations et à des ressources susceptibles de servir les intérêts économiques et politiques du pays. Ils ont apporté le dynamisme et les réseaux internationaux nécessaires pour établir les relations entre les entreprises, les administrations, les institutions culturelles et les milieux scientifiques. Les universitaires impliqués dans ces actions étaient bien conscients de leur importance. Les études de cas présentées montrent la manière dont la recherche scientifique à l'étranger a été considérée par les universitaires comme un acte patriotique. Le voyage de Cumont en 1900 dans l'Empire ottoman était un voyage de reconnaissance permettant de recueillir des informations pour la promotion des intérêts économiques belges à l'étranger. Et les fouilles de Mayence étaient une extension politique de ce désir expansionniste de voir les pieds belges sur le sol du Moyen-Orient. Cependant, comme nous l'avons vu, il ne s'agissait pas seulement de l'expansion de la puissance belge, mais aussi de l'acquisition physique des monuments et des artefacts comme manifestation de la prédominance savante et culturelle belge. Ces histoires n'étaient donc pas seulement écrites sur papier, mais étaient embodied en anglais, enracinées dans des objets, des statues en marbre, des moulages de colonnes immenses et même dans des très petites têtes en argile. Donc,
c'est la fin. Je veux juste remercier encore Anthony et Dorian pour l'organisation de ce midi de l'Antiquité et le personnel du musée et Clémentine Gutron pour leur aide dans mes recherches sur le Pont-Maillon. Et j'espère que ça laisse assez de temps pour une discussion. C'est parfait. Merci beaucoup.